Parce que mon mari et moi, même si on a vécu 25 ans à l'étranger, on parle autant arabe que français. On a rajouté l'anglais, mais les enfants, ils étaient plutôt anglophones et francophones, et on a rajouté l'arabe, et c'est bien. Parce que j'adore la France, parce que j'adore Paris, c'est ma ville, je m'y reconnais, je m'y sens bien. Pour moi, j'ai mes amis, j'ai grandi dans cette ville. Elle m'a appris tellement de choses, non seulement mon métier, mais aussi, la culture, la politique, beaucoup de choses. Et du coup, je ne me voyais pas repartir. J'ai une culture autant française qu'une culture marocaine. Et en fait, il ne faut pas le voir de façon... je pense souvent les gens le voient plutôt de côté négatif. On ne peut pas choisir, mais il n'y a rien à choisir. C'est apprendre. Et c'est au contraire, c'est une richesse. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas m'installer ? Alors, je voyais ça au départ un petit peu difficile en tant que Marocaine. Et puis, au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? J'ai commencé à faire mes recherches et j'ai vu qu'en fait, c'était pas si difficile que ça. Du moment qu'on veut travailler, qu'on paye ses impôts, bah, on pouvait rester. Je m'étais dit, j'ai envie de soigner. Voilà, j'avais envie de rester quand même dans ce domaine. Et d'où j'ai fait mes recherches et je me suis dit podologue. Et dans la perspective, bien sûr, de m'installer aussi au Maroc. Et je savais qu'il n'y en avait pas au Maroc. Beaucoup de gens me parlent, pourquoi pas les mains ? En fait, c'est simple, on ne marche pas sur nos mains. Donc, on marche d'abord sur nos pieds. Et en fait, le matin, quand on se réveille, c'est la première chose qu'on pose, on sort du lit, c'est notre pied. On s'est dit, est-ce qu'on revient à Paris ou est-ce qu'on revient au Maroc ? Mais tout, je veux dire, je vais aimer la cuisine française, je vais aimer la cuisine marocaine. Je ne peux pas dire qu'une est mieux que l'autre. Pour moi, elles sont pareilles. J'aime la pâtisserie marocaine, j'aime la pâtisserie française. Les deux grands-parents de mes enfants, pour moi, est très important, leur lien avec les enfants, de passer du temps, c'est très important. Salut les amoureux du Maroc, je suis à Casablanca. Je suis parti retrouver Mouna Karti qui est podologue, pédicure médicale, elle est aussi posturologue et elle fait de la réflexologie plantaire, donc voilà, une femme passionnante. Je trouvais ça intéressant de vous partager son parcours parce qu'elle est née en France, puis elle est repartie au Maroc à l'âge de 5 ans. Après, elle est repartie en France pour faire ses études. Elle a pratiqué en France son métier. Elle a décidé de revenir s'installer au Maroc. Donc une belle histoire à vous partager et c'est parti. Donc bienvenue sur la chaîne. Merci de m'accorder ce moment. Merci de m'inviter. On commence peut-être par le début. Tu es née en France, au Maroc. Je suis née en France. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans en France. Et puis, donc mon père travaillait là-bas. Son entreprise l'avait envoyé. Entreprise marocaine l'avait envoyé en France travailler. Et puis après, il avait demandé à revenir. De l'âge de ma naissance à 5 ans, je suis rentrée. Ayant parlé que français, ma première langue a été le français. Donc j'ai été en école française au Maroc. Donc j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai eu mon bac et je suis repartie en France. Il y a une longue période donc d'études, bien entendu, puis après travail. Tes parents sont de quelle région Casablancais. Donc je suis... j'ai vécu jusqu'à 18 ans à Casablanca et mes parents sont casablancais. Quand tu étais jeune, comment tu le vivais d'avoir vécu un petit peu des deux pays ? Je m'en suis rendu compte bien plus tard, en fait. Quand tu vis, je pense que à ton adolescence, tu ne te rends pas vraiment compte, à l'âge de 5 ans. Je sais pas, j'ai le souvenir de la première école quand on est arrivé, mais j'ai pas le souvenir, voilà, de ce mélange, on va dire, entre le côté français et le côté marocain. Je l'ai pas. Puis bon, Casablanca, c'est une ville qui est très, on va dire, autant parler beaucoup de francophones, donc tu sens pas vraiment la différence. Et du coup, non, j'ai pas ressenti ça. Je l'ai ressenti beaucoup plus tard. Après, c'était mon frère est parti avant moi parce que mon frère est plus âgé que moi, donc il est parti en France. Avant moi. Donc pour moi, c'était l'ordre des choses de partir faire des études à l'étranger, surtout en France, étant donné dans un établissement français. À cette période où tu fais tes études au Maroc, est-ce que tu as déjà la vision de ce que tu veux faire ou tu ne sais pas encore ? Pas du tout. Et à vrai dire, je pense que quand on est jeune, moi je pense même qu'on devrait prendre un temps pour voyager, pour découvrir avant de se lancer dans des études. Ce serait possible de changer les choses et quand tu as ton bac, c'est de partir un an. Bien sûr, tout dépend de la maturité de chaque personne à cet âge-là, mais je trouve que c'est trop jeune à 18 ans de savoir. Je ne savais pas du tout. La seule chose qui m'attirait, c'était les matières, bien sûr, biologie, sciences naturelles. Ça, j'étais vraiment, j'adorais. Donc d'ailleurs, c'est le bac que j'ai fait à l'époque, bac D. On va dire bac, je pense, SVT, ils appellent ça de la SVT maintenant. Et voilà. Donc c'était non, pas du tout. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire.
Et quand tu es revenu en France à cette période, ça a été un choc ou c'était naturel aussi? Non, ça a été très très dur. Dans le sens où je viens d'une famille qui me connaît. Donc du coup, se retrouver seule, sans assistanat, parce que c'est ça en fait, quand tu es dans une famille qui t'emmène à l'école, qui te ramène, c'est un côté, voilà, c'est un côté protection, un côté assistance. Et au début, ça a été un peu un choc. L'avantage, c'est que mon frère était déjà là-bas, fait ses études et déjà là-bas, donc il m'a énormément aidé. Il était à Paris. Il était à Paris à ce moment-là. Il avait déménagé parce il était à Lyon. Il a terminé ses études à Lyon, puis il est revenu sur Paris. Il m'a installé, il m'a aidé à m'installer. Ça a été une grande aide. Parce que il a 6 ans de plus que moi, donc du coup, c'était la personne, on va dire, qui allait me protéger. Donc la première année, il a été d'une grande, grande aide. Ça a rassuré peut-être tes parents aussi? Bien sûr, bien entendu. Il est venu me chercher à l'aéroport. Premier jour, j'ai passé avec lui. Puis après j'étais dans un foyer de jeunes filles. Et là, j'ai entamé mes études. Très difficile de quitter ses parents. Très difficile de quitter le Maroc, de retrouver un pays parce que entre l'âge de 5 ans et 18 ans, je n'étais pas repartie. Donc du coup, tu redécouvres. Oui, bien sûr. Et tu dois te faire... Alors à l'époque, j'étais en faculté de médecine, donc c'est énorme. Arriver avec plein d'étudiants, on est là, on est perdu. Prendre le métro, c'était pour moi tout. Tout était nouveau, tout était à découvrir. Mais c'est une expérience extraordinaire en même temps. Parce que tu grandis très très vite. Parce que tu te dis, maintenant, il faut que je me prenne en charge, il y a que moi le matin, personne ne doit me réveiller, c'est moi, je me réveille. Et puis, il y a aussi cette confiance que les parents peuvent mettre en toi parce qu'ils sont là, ils t'aident financièrement et t'envoient pour faire des études, pour apprendre quelque chose. Et du coup, tu te dis, je me dois aussi par rapport à eux Voilà, ça te donne cette maturité d'avancer et de laisser ce côté, on va dire, peureux qui te freine un petit peu. Est-ce qu'il y avait d'autres étudiants ou étudiantes marocaines avec toi? Oui, j'étais dans un établissement français avec des Français, mais des Marocains qui aussi sont partis. Et du coup, tu es en contact. Ça t'a aidé, ça? C'est le foyer de jeunes filles qui m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré des filles extraordinaires. Et là, c'est vrai que même ton côté, parce que moi, j'étais très, très timide. Et ton côté timide, tu le mets de côté parce que tu n'as pas le choix. Ouais. Et quand tu vis au Maroc, tu vis aussi avec beaucoup de la famille. Et tout d'un coup, tu te retrouves seule. Tu dois faire l'effort d'aller vers l'autre pour sociabiliser, pour avoir des amis. Et donc, c'est un apprentissage même par rapport à ça. Et ça, je dis à mes parents, je dis merci parce que je pense que je ne serais pas la personne d'aujourd'hui si je n'avais pas fait tout ce chemin. Je pense que si j'étais restée, par exemple, je serais restée toujours sous ce petit cocon des parents et je ne serais pas ouverte vers l'extérieur. Combien d'années alors d'études en France? Comment ça s'est passé la suite? Alors, moi, j'ai fait 2 années de médecine et j'ai raté médecine, qui était extrêmement dure. Et du coup, je m'étais dit, j'ai envie de soigner. Voilà, j'avais envie de rester quand même dans ce domaine. Et du coup, j'ai fait mes recherches et je me suis dit podologue. Et dans la perspective, bien sûr, de m'installer aussi au Maroc. Et je savais qu'il n'y en avait pas au Maroc. Donc, je me suis dit, c'est un métier qui est intéressant parce qu'il a aussi plusieurs facettes et pas ennuyant. Et du coup, en même temps, je me suis dit, on soigne les gens, on les soulage. On est là pour les soulager. Donc, je reste quand même dans le domaine médical et aussi l'avantage de ne pas faire peut-être autant d'études que la médecine. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis dirigée, du coup, après 3 ans sur la podologie, donc diplômée. Puis après, j'ai travaillé, j'ai eu mon cabinet à Paris, je travaille avec des kinés. Voilà mon petit chemin. Et tu disais, donc tu as choisi la voie de la podologie avec l'idée de venir au Maroc. Alors au départ, l'idée de venir au Maroc. Et cette idée, elle est partie petit à petit parce que j'adore la France, parce que j'adore Paris. C'est ma ville, je m'y reconnais, je m'y sens bien. Pour moi, j'avais mes amis, j'ai grandi dans cette ville. Elle m'a appris tellement de choses, non seulement mon métier, mais aussi, la culture, la politique, beaucoup de choses. Et du coup, je ne me voyais pas repartir. Donc quand mes parents me disaient, tu rentres? Non. Donc j'ai commencé à travailler, à faire des remplacements au tout début. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas m'installer? Alors je voyais ça au départ un petit peu difficile en tant que Marocaine. Et puis au final, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai commencé à faire mes recherches et j'ai vu qu'en fait, c'était pas si difficile que ça. Du moment qu'on veut travailler, qu'on paye ses impôts, on pouvait rester. Il y avait cette possibilité.
Tu étais dans quel arrondissement Alors, j'habitais dans le 15e. Ouais. J'ai toujours habité, j'ai jamais quitté le 15e. Même après, quand je me suis mariée, j'ai toujours resté dans le 15e. Mais mon cabinet était dans le 18e. Et tu faisais des allers-retours avec le Maroc ou tu restais toujours en France? Non, toujours. Ouais, pour la famille. Toujours, ah oui. Alors déjà, pendant mes études, j'avais la chance, mes parents m'offraient toujours mon billet pour rentrer toutes les vacances scolaires. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, je rentrais au moins une fois l'hiver, une fois l'été. On a cette chance de pouvoir... les avions sont pas très très loin, la distance, c'est 2h40. Donc, et puis Casablanca-Paris, c'est facile, beaucoup de vols. Donc du coup, non, j'ai toujours gardé ce lien, même si à cette époque-là, je n'avais pas du tout envie de m'installer. Alors, vraiment, l'idée était complètement partie au grand regret de mes parents au départ. Et puis après, ils ont accepté que je ne veuille pas rentrer, que j'avais... quand j'ai commencé à avoir mon cabinet, ils ne peuvent pas dire non. C'est un accomplissement aussi. Oui, voilà, exactement. Et tes premiers pas en tant que podologue à Paris, tu as des anecdotes, qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants. Franchement, j'ai pas anecdote, non, mais après, en tant que Marocaine, bien sûr, toujours c'est un petit peu différent, mais c'est aussi une force, je pense, d'être différent. Bien sûr. Je l'ai jamais vu comme on va dire, un point négatif. Pour moi, c'était au contraire, le fait d'être, je suis maroco-française quand même, que j'étais la seule Marocaine quand même diplômée de mon école. Hein. C'est vrai. Donc ça, c'était... Oui, ça je me rappelle. Alors l'anecdote, c'était... je me rappelle à l'époque, on faisait des stages hospitaliers à l'école. Et l'anecdote, c'était mon directeur qui m'a convoquée dans son bureau. Un directeur qui était très sévère et un petit coucou, mais très gentil. Et en fait, il me dit « Mademoiselle Carty, vous ne pouvez pas faire ce stage. » En fait, c'était l'hôpital Bégin, qui est hôpital militaire, et vous pouvez... travailler que si on est français. Ah ouais. Et du coup, il m'a dit c'est pas possible, je peux pas. Alors, et en fait, ça m'a fait rire parce que je me dis c'est pas grave, je peux faire un autre stage parce qu'on avait tellement de stages hospitaliers. Mais bon, il cherchait à ce que j'ai en fait ce que tout le monde avait, faire ce stage aussi. Mais finalement, je l'ai pas fait, c'était pas grave. Ouais. Il y en avait tellement d'autres parce qu'on faisait vraiment des stages. On les a commencés dès la première année en fait. Ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que quand vous êtes diplômé, vous sortez déjà avec votre bagage d'expérience. C'est pas on vous lance dans la nature comme on dit. Non, on a beaucoup de pratiques dès la première année et ça se termine jusqu'à la 3e année. Et tu as commencé avec la casquette de podologue et on va développer aussi tout ce que tu fais. Mais il y a aussi un côté entrepreneuriat où tu dois te faire connaître, avoir ton cabinet. Alors à l'époque, en France, c'est beaucoup plus facile parce que moi, j'ai racheté déjà une clientèle qui était là. Okay. Mais au Maroc, c'est différent. Ouais. Au Maroc, alors on est très très peu. Donc on est, je crois, on doit être entre 30 et 40 sur tout le Maroc. Je pense qu'en France, j'ai pas les chiffres, mais on est plus de 5000, je pense. Donc c'est pas du tout sur le même chiffre. Au Maroc, tu pars à zéro. Donc, tu constitues petit à petit. Donc, ton premier jour, tu es avec 0 patient. Ton deuxième jour, tu es avec un patient. Tu vas voir les médecins. Tu essayes de te faire connaître dans ton quartier, les pharmacies, les médecins. Et puis, tu attends. Petit à petit, tu bouche à oreille qui commence. J'ai fait un site web. Et puis, je me suis rendu compte, au Maroc, je pensais que les gens n'étaient pas très Google, n'étaient pas très, on va dire, axés sur tout ce qui était digital. Et je me suis trompée. Et moi, je pensais que c'était vraiment du bouche à oreille. J'étais partie sur l'idée quand j'ai quitté le Maroc où j'entendais mes parents « Tu connais le médecin ? Ah non, on va voir tel médecin, il faut que j'appelle. » Voilà, c'était ça. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'au Maroc, on était très, très à la pointe et beaucoup de jeunes, moins jeunes, se basent sur Google, vont regarder les avis, puisque j'ai beaucoup de... Très important. Ah oui, extrêmement important. Je me suis rendu compte, petit à petit, j'ai des patients qui ont commencé à mettre des reviews sur Google. Et grâce à ça, j'ai des personnes qui viennent me voir et me disent, écoutez, j'ai regardé sur Google et j'ai vu, et c'est pour ça que je... Après, une partie, c'est les médecins, une partie, c'est Google, et une partie, c'est les connaissances. Voilà, c'est un petit peu comme ça que tu te constitues... ta clientèle, mais je suis toujours en devenir. Hein. Je n'ai pas encore atteint mes 150%, on va dire. Et tu sais, chaque année, il y a un organisme qui étudie comment vivaient les Marocains. Et cette année, ça vient de sortir et il disait que 99% de la population a accès à la 4G. Tu vois, donc maintenant, c'est vraiment... tout le monde est connecté.
connectés, et je pense même dans les petites villes, même partout. La campagne. Moi, j'ai des personnes qui viennent de Bimelel, de Marrakech, tout, Khribga, j'ai beaucoup de gens, El Jadida. Comme malheureusement, on n'a pas beaucoup de podologues, et ce métier n'est pas très connu aussi. Justement, tu peux nous expliquer. Voilà, c'est ça. C'est quoi exactement? Quand on est diplômé pédicure podologue. C'est-à-dire que normalement, le mot pédicure est protégé. Parce qu'ici, au Maroc, la pédicurie, elle est esthétique. On va dans un salon esthétique, on fait une pédicure. Sauf que, par exemple, normalement, la réglementation veut que ce mot-là ne soit utilisé que pour le médical. Donc c'est pour ça que nous sommes diplômés pédicure podologue. Donc pédicure, ça veut dire que nous traitons tout ce qui est ongles incarnés, hyperkératose, les durillons, les corps, les verrues, les mycoses. Donc voilà, tout ce qui va toucher le pied, en fait. Donc ça, c'est le volet pédicure. Mais c'est vrai, personnellement, tu vois, je cherchais une pédicure médicale à Marrakech, tu trouves que des trucs esthétiques ou... Exactement. En fait, l'esthétique est très développée. C'est très bien. Mais quand on est dans un volet plutôt médical, on a des personnes qui ont tendance à faire des ongles incarnés, à s'infecter, je pense que c'est quand même mieux de s'orienter vers le médical, et même toutes les personnes diabétiques. Après, on peut parler aussi d'hygiène, parce que pour avoir des lames qui sont à usage unique, utiliser du matériel qui soit stérilisé. Je pense que pour des personnes surtout qui ont une immunité faible, pour les personnes diabétiques, c'est très important d'avoir tout ce contexte-là présent pour s'assurer d'un soin qui soit du début à la fin protégé, on va dire. Et donc ça, c'est le volet pédicure. Et dès le départ, tu as eu les deux compétences? Ah oui, c'est-à-dire que quand tu es diplômé pédicure podologue. Les deux, Voilà. Pendant toutes tes études, tu fais autant de pédicure que de podologie. Bon, bien sûr, le domaine podologie est un peu plus vaste, mais dès le départ, dès la première année, on t'apprend à faire des soins, parce que d'ailleurs, dans les écoles de podologie, en France, tu as des patients qui viennent, qui payent moins cher que chez un diplômé, mais le professeur est là derrière toi pour te guider et t'expliquer un petit peu, ne pas faire de bêtises bien sûr sur le patient, etc. Et le volet podologie, tu peux l'expliquer? Alors le volet podologie, c'est bien sûr tout ce qui concerne autant la statique que la dynamique, les troubles statiques du pied, c'est-à-dire pied plat, pied creux, ce qu'on appelle pied valgus, les pieds qui sont orientés vers l'intérieur, les pieds orientés vers l'extérieur. Alors tout ce qui est pathologie, donc pathologie, ça peut être pathologie du genou, pathologie du bassin, au niveau du dos, donc tout ce qui concerne la posture de la personne. Maintenant, on sait qu'on a une interaction entre la manière de marcher et notre posture, notre corps, la manière dont on va marcher va faire que, justement, si on a des problèmes d'appui, une diminution d'appui, une augmentation d'appui avec le pied plat, des choses comme ça vont intervenir dans notre dynamique de tous les jours et créer des soucis, des déséquilibres musculaires, tendineux, osseux. Et du coup, par l'intermédiaire des semelles orthopédiques notamment, donc ça c'est le volet podologie, bien sûr pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, ça peut aller de l'enfant jusqu'à l'adulte. On peut intervenir. Correction chez l'enfant, ça peut être correction et protection, confort, etc. pour l'adulte. Ça, c'est le volet podologie. Après, dans le volet podologie, on a aussi tout ce qui est orthèse. Ce dont je t'ai montré les petites orthèses en silicone qui sont faites sur mesure, sur la personne. Au niveau des orteils, il se crée des déformations, notamment l'hallux valgus qui est très connue, cette déformation du gros orteil, qui va créer de l'arthrose, qui va créer des douleurs, une incapacité à marcher avec des chaussures, un inconfort total qui peut amener jusqu'à la chirurgie. Donc, on a des personnes qui n'ont pas envie de subir ça et du coup, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des orthoplasties, qui sont moulées en fait sur le pied. Au départ, c'est du silicone, c'est comme de la pâte à modeler. Elle est moulée avec un catalyseur, elle est moulée sur l'orteil de la personne, elle prend la forme, puis après, nous, on a le travail de poncer, de l'arranger pour qu'elle puisse la mettre dans la chaussure et ça lui ramène un confort, correction, protection tous les jours. Donc ça, c'est le volet podologie qui va avec les semelles orthopédiques. Tu peux peut-être nous expliquer ta vision des choses et à quel point le pied est important pour tout le bien-être du corps et du... Alors en fait, c'est tout simple. Ce serait juste de dire tout simplement... Bon, beaucoup de gens me parlent pourquoi pas les mains. En fait, c'est simple, on ne marche pas sur nos mains. Donc on marche d'abord sur nos pieds. Et en fait,
Le matin, quand on se réveille, c'est la première chose qu'on pose, on sort du lit, c'est notre pied. Quand on pose son pied et qu'on a mal, ça va se répercuter sur toute notre journée. Donc pourquoi l'importance du pied? Parce qu'on va le chausser, parce que premièrement, on a quelque chose qui intervient, qui est la chaussure, qui va déformer, dans beaucoup de cas qui déforme, notamment les chaussures de femmes, qui va déformer le pied. On va peut-être s'en rendre compte au bout de 10 ans. Donc, l'importance de bien se chausser, confortable. Et deuxièmement, l'importance de marcher, hormis le sport, parce que là, on rentre dans un autre volet, encore le sport. Mais ne serait-ce que de marcher correctement, l'importance du pied, elle est là. Parce que tout simplement, on marche. C'est tout bête, mais on marche. Donc, c'est la base. Après, bien sûr, intervient tout ce qui est pathologie, comme on en parlait tout à l'heure, donc diabétique. Notamment chez les diabétiques, le pied est extrêmement important. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette maladie, le diabète, elle va toucher les nerfs, elle va toucher tout ce qui est circulatoire, tout ce qui est cutané, et elle va toucher au niveau des extrémités, donc les pieds. Ah, je savais pas. Donc de là, voir son podologue pour un diabétique, c'est quelque chose d'extrêmement important, régulièrement, ne serait-ce qu'une fois par mois, même si ce n'est pas un soin de pédicure, mais au moins une consultation de vérifier. Parce que le pied, on ne l'a pas en face de nous. Nous, on peut avoir le pied en face de notre tête, nos yeux, on regarde ce qui se passe. Tout bête, un petit exemple. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une personne diabétique. Elle avait au niveau de la plante des pieds une petite rougeur, comme une petite ampoule. Côté professionnel, on n'y touche pas parce que c'est rouge, on se dit, bon, on ne va pas y toucher, pas de souci. Je demande à la dame, il y a quelques minutes, elle me dit non, c'est pas douloureux, ni rien du tout. Et comme quoi, même en pédicure médicale, tous les gestes sont importants. Donc, je lui fais son soin, la coupe des ongles, je vérifie. Et là, je me rends compte qu'au niveau de la plante des pieds, au niveau du massage, parce que moi, je termine toujours par un massage. C'est agréable, on regarde un petit peu aussi la plante des pieds, on touche les tendons, etc. C'est assez important. Et je touche cette partie qui est rouge et je sens quelque chose. Je dis ça, c'est pas normal. Du coup, là, je dis non, il faut ouvrir cette petite chose qui est toute rouge. Et donc, je fais une petite incision. Et là, un bout de verre. Petit, mais quand même. Diabétique. Là, elle était contente d'être venue. Alors qu'elle n'était pas venue pour ça. C'était juste pour faire un soin. Juste, voilà, pour s'assurer que tout allait bien au niveau des pieds. Donc voilà, c'est un exemple. Pourquoi c'est si important de faire attention à ses pieds et de soigner ses pieds. Tes parents, ils ont dû être super fiers que tu décides de revenir au Maroc. Ah oui. Comment ça s'est passé? Ça a été extraordinaire. En fait, j'ai décidé pourquoi. Alors, j'ai décidé parce qu'en fait, j'ai une partie que j'ai passée à Dubaï. J'ai une petite partie, parce que mon mari a trouvé un travail à Dubaï. Et du coup, je l'ai suivi, bien entendu. Je me dis, ça peut être un moment de pause, justement. Et quand on a voulu revenir, la pause est terminée, on s'est dit, est-ce qu'on revient à Paris ou est-ce qu'on revient au Maroc? Et là, on s'est dit, pourquoi pas? Alors, le temps est passé, bien sûr. Quand tu arrives à l'âge de la quarantaine, tu vois, la vision n'est plus la même qu'à 20 ans, qu'à 30 ans. Ouais. Et en fait, je me suis dit, retourner en France, c'est acquis. Tu vas reprendre un cabinet, voilà. Et puis, la famille nous manquait aussi. Donc, pour mes enfants, pourquoi pas? Les grands-parents à côté... Parce que les parents de mon mari aussi sont ici. Donc, je me suis dit, c'est une bonne chose de revenir au Maroc. Ouais. Et c'est un challenge en même temps. Parce que je savais que ça allait être difficile. Mais en même temps, se dire, pourquoi pas. Et puis au pire, qu'est-ce qui allait arriver? Je reprends mes affaires et je repars si ça ne me plaît pas, si ça ne va pas. Voilà, il y avait toujours c'est-à-dire, il faut toujours se dire, pourquoi pas. Et voilà, le challenge était parti. Je suis rentrée. Grand bonheur de mes parents et à mon bonheur aussi parce que retrouver sa famille, pouvoir voir sa famille tous les jours quand on veut, c'est un grand luxe pour moi. C'est un grand luxe que mes enfants puissent grandir aussi à côté de leurs grands-parents. C'est magnifique. Il y a tout le côté aussi racine que tu reviens dans ton pays. Et voilà, c'était... Alors, en même temps, c'est tes racines et en même temps, tu redécouvres ton pays. Parce que quand tu l'as quitté à 18 ans, tu n'es pas encore terminé à 18 ans. Tu es un adulte en devenir, donc... Voilà, et même si je venais au Maroc, très souvent, pour les vacances, ce n'est pas la même chose. D'y vivre et en vacances, ce n'est pas du tout la même chose. Et voilà, c'était une découverte pour moi, une redécouverte de mon pays, et aussi en travailleuse, parce que là, j'allais le découvrir avec mon métier, avec tout ce qui est administratif, que je n'avais pas. Donc, ça a été très dur. La première année a été extrêmement dure. Qu'est-ce qui était difficile? Tout ce qui était administratif, les autorisations...
d'exercer. Tout a pris beaucoup de temps. Je ne m'attendais pas. Je savais que ça allait être difficile, mais pas à ce point-là. Ouais. Donc c'était très... Mais je me suis accrochée. Et au bout de un peu plus d'1 an, j'ai réussi à m'installer. Donc j'ai mis quand même plus d'1 an à m'installer. Le matériel, tout. Et puis après, se faire connaître petit à petit. Mais oui, ça n'a pas été très facile. Mais j'étais très contente. La vérité, j'étais très contente de rentrer. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'allais découvrir et en même temps me booster. Je pense qu'à un moment de ta vie aussi, tu as besoin d'avoir autre chose et de partir sur autre chose. Et c'était, voilà. C'est un beau challenge. Très beau challenge. Et que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Si comme Mouna, vous avez envie de venir vivre au Maroc ou peut-être de revenir au Maroc si vous êtes d'origine marocaine et d'entreprendre, de créer des projets ici, on a créé des formules d'accompagnement avec mon comptable. Il y a un accompagnement création de société et un autre accompagnement installation réussie qui comporte vraiment tous les aspects importants pour réussir son installation au Maroc en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez déposer votre candidature, c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. On continue avec la suite de l'interview. Et ton mari, il est marocain alors? Il est marocain aussi. Et tes enfants, avec quel âge quand vous êtes alors quand on est rentré, donc mon fils 12-13 ans et ma fille 10 ans. Comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que ça a été aussi une aventure pour eux? Ouais, ça a été dur. Ça a été dur quelques mois. Mais je pense que c'était le moment. C'était le bon moment. Je pense qu'un peu plus tard, tu sais, quand on arrive à l'adolescence, les amis, etc., ça aurait été plus difficile. Ouais. Mais je pense que je suis arrivée au bon moment. C'était vraiment le moment où je pouvais encore les adapter plus facilement à l'environnement. Et aujourd'hui, je suis très contente. Parce qu'aussi, ils ne parlaient pas arabe, les enfants. Donc là, ils ont quand même commencé à apprendre bien l'arabe. C'était une langue qui est quand même importante, c'est les racines. Parce que mon mari et moi... Même si on a vécu 25 ans à l'étranger, on parle autant arabe que français. On a rajouté l'anglais. Mais les enfants, ils étaient plutôt anglophones et francophones. Et on a rajouté l'arabe et c'est bien. C'est bien pour eux, c'est assez riche. Pour leur futur aussi. Et riche aussi de comprendre, de pouvoir s'adapter à plusieurs pays, de voyager. Je pense que l'ouverture à autrui est très importante. Que ce soit n'importe quelle culture, n'importe quelle religion. On a eu la chance aussi de voyager en Asie et je pense que c'est important. Je pense que les Marocains s'adaptent facilement à... Puis déjà, quand on est en double culture. Ouais. Donc déjà, on est même de pouvoir s'adapter à différentes cultures, différentes religions. Et puis après, si en plus on se rajoute à voyager, etc., ça ouvre encore plus l'esprit. Il y a beaucoup d'étrangers qui partent vivre à Dubaï. C'est quoi la différence que tu as vue avec le Maroc, tu vois, entre Dubaï et le Maroc? J'ai adoré cette partie de Dubaï que j'ai passée parce que voilà, c'était un petit volet doré, on va dire, que j'ai passé. Les enfants ont un petit peu grandi, donc c'était très bien. Maintenant, si je pouvais par exemple comparer, même si beaucoup de gens me disent c'est pas possible, moi je préfère le Maroc. Pour l'authenticité, pour l'histoire du Maroc, pour notre savoir-faire, je veux dire, on a une palette qui est tellement diversifiée au Maroc. Et je pense que tu la connais bien. Tu as beaucoup voyagé au Maroc et différentes régions, différentes parties. Les Émirats, c'est un pays très très jeune, pas vieux, qui a su s'adapter maintenant, qui est très ouvert vers le futur, on va dire. Mais voilà, c'est différent. Et je me suis jamais sentie chez moi, en fait. Jamais sentie réellement chez moi. C'est comme si, pour moi, c'est un pays de passage. Tu vas acquérir un peu d'expérience, voilà, c'est plus ce côté très ouvert vers l'extérieur, très futuriste. Et ce qu'ils ont fait de leur pays est extraordinaire. En très peu d'années, est extraordinaire. Maintenant, voilà, l'authenticité, les racines que j'ai m'ont attiré forcément vers le Maroc. Et après, j'ai un lien très fort avec la France parce que, étant née, fait mes études en France, vécu, travaillé en France. Donc voilà, j'ai un lien qui est, comme on dit un peu, mon père, ma mère, c'est un petit peu ça. Ah ouais. C'est un peu cliché, mais c'est vraiment, vraiment ça. Parce que j'ai une culture autant française qu'une culture marocaine. Et en fait, il ne faut pas le voir de façon... je pense souvent les gens le voient plutôt de côté négatif. On ne peut pas choisir, mais il n'y a rien à choisir. C'est apprendre. Et c'est au contraire, c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse que je puisse m'adapter à n'importe...
Tu m'emmènes maintenant dans un village français, je vais m'installer, j'ai aucun souci. Tu m'emmènes dans un village marocain, le plus perdu, je vais aussi m'installer et m'adapter. J'ai aucun souci avec ça. C'est une force, ça. Ouais. Et je pense que peut-être les voyages, peut-être cette biculturalité qu'on a eue dès le départ. Depuis petite, je fais des phrases marocaines et françaises. Et pour moi, c'est tout à fait naturel. Je switch ces deux langues. Donc en fait, c'est comme ça. C'est l'image que j'ai et c'est l'image que je représente certainement d'avoir cette biculturalité qui est à l'intérieur de moi et qui est là. Même sur le point, pas seulement culturel, mais tout. Je veux dire, je vais aimer la cuisine française, je vais aimer la cuisine marocaine. Je ne peux pas dire qu'une est mieux que l'autre. Pour moi, elles sont pareilles. J'aime la pâtisserie marocaine, j'aime la pâtisserie française. Tu vois, c'est vraiment, j'ai ce côté qui est doublé. Pour moi, je n'ai même pas de différence entre les deux. Pour moi, c'est pareil. Je vais les trouver riches des deux côtés. Mais aujourd'hui, je suis contente de vivre ici. Ouais. Je suis très contente de vivre ici. Alors, j'ai toujours un lien, bien sûr, avec la France. J'essaye toujours de faire des formations continues. Dans notre profession, ça bouge beaucoup. Les nouveaux matériaux, les nouvelles choses, la posturologie qui est en devenir, les congrès. Donc voilà, mon lien, ne serait-ce que professionnel, m'amène toujours à repartir. Et du coup, j'ai des amis, bien entendu. Donc, je repars très régulièrement en France. Donc, ce lien ne sera jamais fini. Même s'il y a des tensions politiques à certains moments entre la France et le Maroc, ça reste quand même deux pays qui sont liés, tu vois. Qui sont liés. Je pense qu'on a un lien qui est très important. Hein. Franco-marocain, il est... oui, comme tu dis, voilà, il y a des tensions qui sont là, mais les gens ne le... Ouais, voilà. c'est l'humain, ouais. Voilà. Et j'ai beaucoup d'abonnés qui sont soit des Marocains qui sont partis faire leurs études en France, qui réfléchissent à revenir ici, ou alors même leurs parents étaient marocains, enfin sont marocains, mais ils ont grandi en Europe, en France, et ils réfléchissent de plus en plus à revenir ici. Il y a un climat aussi social en France qui n'est pas le même qu'ici. Tu comprends, toi, cet engouement de toute cette génération-là qui veut revenir au Maroc? Oui, je la comprends, parce que ça suit un petit peu ce que moi j'ai ressenti quand j'ai voulu rentrer au Maroc. Le climat social, comme tu dis, le climat social a été un peu difficile, et surtout, je pense, pour ces personnes-là, qui sont de culture marocaine par leurs racines, française par leur vécu. Parce que j'ai plusieurs de mes patients qui sont venus, qui sont français, mais qui sont aussi marocains par leurs racines. Hein. Ils m'ont dit, oui, c'est ce que j'ai ressenti, c'est je veux rentrer au Maroc, je veux revenir vers mes racines. Et les parents sont toujours en Europe. Alors, le côté famille était très important pour rentrer au Maroc. Je me serais peut-être pas posé les mêmes questions si ma famille était pas là. Pour moi, c'était vraiment important. Donc, c'est pour ça que je trouve très curieux de se dire, je laisse ma famille et je retourne vers mon pays, mes racines. Mais moi, je le comprends. Vu le climat social, je peux le comprendre chez beaucoup de personnes. Et l'engouement pour le Maroc, ça fait un petit moment. Ça fait, on va dire, la Coupe du Monde qui a rajouté. Et puis, voilà, le Maroc a commencé un peu à briller, on va dire, sur la scène internationale. Parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas le Maroc. Hein. Les États-Unis, au fin fond, le Maroc, on ne sait pas le mettre sur une carte. Et puis, on commençait avec la Coupe du Monde à connaître le Maroc. Et puis Marrakech, cet engouement pour Marrakech depuis ça explose, ça a explosé. Ouais. Et notre savoir-faire qui commence à être connu maintenant sur la scène internationale, tout ça, c'est que du positif, je trouve. C'est très bien. C'est quoi tous les avantages que tu vois de vivre ici Alors, la toute première chose, hein, toute bête, mais c'est la nourriture, les légumes, les fruits. J'adore les étalages qu'on a de fruits et de légumes. On a une richesse par rapport à ça. Ce que je trouve extraordinaire, c'est de pouvoir trouver aujourd'hui des légumes de saison. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les légumes. Oui. Quand je dis à ma mère, tiens, un bon tagine de cardan, elle dit, non, c'est pas la saison. Il faut attendre. Et ça, je trouve ça aujourd'hui extraordinaire, hein, parce que tout le monde va vers la naturopathie, va vers le côté healthy, santé, etc. Et je trouve qu'au Maroc, on a encore, peut-être pas pour très longtemps, mais on l'a encore, ce côté où on va manger plutôt fruits et légumes. Et ça, c'était très important pour moi, parce que je n'avais pas à Dubaï. Je n'avais pas ce côté, justement, légumes, etc., parce que ce n'est pas un pays qui est amené à avoir de l'agriculture. Donc, voilà. Donc, il y avait ça qui était très important. Après, il y a le côté très famille. Je pense que
tu t'en es aperçu un Oui, petit c'est peu. très important. Voilà, on a ce côté qui est encore ancré chez nous, où la famille est extrêmement importante, de passer du temps avec sa famille, les parents sont très importants, les oncles, les tantes, donc pendant les fêtes, voilà. Et ce côté-là était important pour moi de venir et de se dire, voilà, puis sincèrement, quand j'étais en France, je me rappelle très bien, quand je voyais mes amis passer le week-end, ah ben on va aller déjeuner chez les parents, etc., je me disais, ça me manque. Aujourd'hui, Dieu merci, ça ne me manque plus. Voilà, déjeuner avec les parents, avec les beaux-parents, on se regroupe. On a même voyagé en famille avec mes parents, mes beaux-parents. Donc ça, c'est sympa en fait, de pouvoir avoir ces moments privilégiés parce qu'on ne sait pas combien de temps on les a. Donc en tout cas, on aime bien en profiter. C'est vrai qu'en Europe, la société est devenue très individualiste où chacun fait sa vie. Les capitales, je pense que Casablanca aussi devient comme ça, un petit peu individualiste parce que les gens n'ont plus le temps, etc. Mais on garde encore un petit peu ce côté famille. On essaye toujours, on fait plus d'efforts. Après, je peux comprendre, en Europe, voilà, la vie est différente, on a encore une vie totalement différente. Mais c'est vrai que la société individualiste, elle est, on va dire, le progrès nous amène à ça, malheureusement. C'est pas une bonne chose. J'espère que le Maroc va garder ça. C'est assez profondément ancré, tu vois. Donc, En tout cas, on essaye, nous aussi, de le transmettre. C'est pour ça, quand je t'ai dit tout à l'heure, mes enfants, je voulais qu'ils grandissent à côté de leurs grands-parents. oui. Ils savent que ce côté est très important. On va voir les parents, on invite les parents, on mange avec les parents, on a le couscous du vendredi qui est important. C'est pas forcément tous les vendredis, mais voilà, ce couscous est important, on le partage. Tu connais ce plat qui est, voilà, c'est un plat de partage. C'est pas un plat qu'on mange seul, hein, de partager avec les parents, les grands-parents. C'était important de leur transmettre que le sens de la famille est avant tout le sens vraiment des valeurs, parce que ça aussi, ça transmet ces valeurs-là. Mais je pense qu'on est en train d'y retourner, même dans les pays qui sont dans cette société individualiste. Je pense qu'ils sont en train de revenir là-dessus. Je pense. En tout cas, j'espère. Bah, ça fait partie d'un bien-être global, le lien social. Les personnes âgées qui vivent seules, C'est un drame. Hein. c'est un drame. Dès que la personne âgée est accompagnée et voit sa famille régulièrement... Elle se sent utile pour faire des choses. Moi, mon grand-père, quand il était vivant, il vivait avec mon oncle. Il passait chez ses enfants, donc c'était important. Il vivait avec 3 générations différentes. Donc je pense que les personnes âgées ne doivent pas vivre seules, ne sont pas faites. Non. Alors bien sûr, l'infrastructure fait que c'est très difficile quand on vit dans un pays financièrement, etc. Je comprends. Mais je pense qu'on n'est pas fait. Pour moi, c'est la boucle. Oui. On est, et quand on termine, on doit terminer avec sa famille. C'est primordial. Ils ont fait des études sur les peuples qui vivent le plus longtemps. Et un des facteurs qui revenait toujours, c'était le lien que ces personnes âgées ont avec leur famille, avec la communauté. Très important. Rester en mouvement. Et puis aussi, on apprend toujours d'une personne qui a plus d'expérience. Je pense qu'elle a son rôle dans la famille, elle a son rôle. En tout cas, moi, par exemple, les 2 grands-parents de mes enfants, pour moi, est très important, leur lien avec les enfants, de passer du temps, c'est très important. C'est vrai qu'au Maroc, que ce soit les grands-parents ou les enfants, on sent qu'ils ont vraiment une valeur importante. Alors qu'en Europe, c'est presque l'inverse, tu vois. On ne considère pas un enfant alors qu'il a aussi c'est des sages parfois. Ouais. Et les grands-parents aussi, on les délaisse dans... Oui, tout à fait. Par exemple, moi, mon papa, il le fait moins maintenant, mais quand on est arrivé, c'était chez le coiffeur, il a emmené mon fils. Donc, ils avaient un rituel, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On va chez le coiffeur, c'est tous les 2. C'était un moment à eux de passer aussi, de partage. Et je trouve que c'est très important. Ah, moi aussi. Voilà, il y a le moment du hammam, il y a beaucoup de choses. C'est des petits moments comme ça, mais qui se perpétuent et qui sont importants. Et il y a des messages qui passent à travers ces moments, même si on ne discute pas, mais voilà, c'est des moments partagés, des valeurs qui passent, c'est les gestes qui sont là, qui sont présents, plein de petites choses. Et puis, je pense que la personne âgée, elle évolue différemment que si, justement, elle est seule. Bien sûr.
Ah, quand j'étais en France, je faisais beaucoup de domicile chez les personnes qui sont seules. Pour moi, c'était pas possible. Ça diminue l'espérance de vivre. Exactement. Ça leur donne même pas envie de vivre encore. Et pour revenir je profite que tu es là sur la chaîne. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me posent des questions. Exemple, des infirmières ou des personnes du monde médical qui ont fait leurs études à l'étranger, Canada, France, États-Unis. Ils ont le rêve de venir au Maroc, mais ils ne savent pas. Est-ce qu'on va reconnaître leur diplôme, leur formation ici? Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? Alors, de mon expérience, de ma petite expérience, en fait, tout dépend du métier. Alors, moi, mon métier est particulier parce que, comme je t'ai dit, c'est pas très connu, c'est pas encore bien réglementé au Maroc, mais c'est en cours. Par contre, tous les métiers comme infirmière, par exemple, il y a déjà une réglementation. Donc, en fait, il suffit juste de demander une équivalence. Et je sais que dernièrement, ils ont simplifié les procédures. Parce que moi, maintenant, ça fait 5 ans que j'ai ouvert mon cabinet, 4-5 ans. Et donc, 6 ans que je suis venue, donc ma procédure, elle date d'il y a 6 ans. Et je sais que dernièrement, j'ai entendu dire qu'ils ont simplifié les procédures. Et en fait, il faut juste demander une équivalence. Donc, il y a une procédure d'autorisation, de demande d'autorisation, d'exercer, qui passe d'abord par l'équivalence du diplôme. Donc, si c'est un diplôme, alors en général, les diplômes européens, les diplômes américains sont reconnus. Donc, il suffit juste de demander une équivalence. Et en général, il faut produire, la seule chose, c'est administratif. Il faut produire les preuves. Et il y a un passage aussi par une enquête qui est faite par l'ambassade, en général, qui va vérifier si le diplôme est avéré, ce qui est normal. Bien sûr. Normalement, il faut pas de souci, il faut venir. J'incite au contraire. Après, il faut bien sûr... Moi, je pense que la première chose, c'est de venir prendre un premier contact, de vérifier, de voir dans quel domaine la personne, elle veut travailler dans du privé, dans l'hôpital, dans du privé, etc. Et là, ça, c'est intéressant. Il y a tout le côté esthétique aussi qui est bien développé. Exactement. On en parle souvent dans les interviews, c'est la qualité des soins médicaux au Maroc. Oui. On a tous les spécialistes. On a beaucoup de gens, qualifiés. Beaucoup de gens très qualifiés. Je pense dans tout le Maroc, parce que maintenant les gens se déplacent, ne restent pas que dans les capitales. Beaucoup de petites villes aussi sont attirées. Ça, c'est un grand atout aussi. Exactement. Aujourd'hui, on trouve des orthoptistes, on trouve vraiment des professions qui n'existaient pas jusqu'à présent. Podologue, dernièrement, elle m'a dit, je ne savais pas qu'il y avait des podologues à Casablanca, donc elle était contente d'en trouver. On n'est pas encore beaucoup, mais justement, il faut venir. Toi, tu es posturologue aussi? Oui, tout à fait. Tu peux nous dire... Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'étude de la posture, tout simplement. C'est de voir la personne, comment elle se posture tous les jours. Dans le monde de la posturo, ça va être des patients qui vont aller voir plusieurs médecins, orthopédistes, qui vont aller voir rhumatologues, qui vont faire des scanners, des IRM. Anatomiquement, ils n'ont rien. Pas de pathologie. Bilan sanguin parfait, on se dit, il y a un souci quand même au niveau de la posture, il y a un petit souci, souvent au niveau des pieds. Et du coup, là, la personne se dit, il y a la posturo, pourquoi pas, on va vérifier ce qui se passe. Alors, la posturologie, en fait, c'est l'équilibre de la personne, comment elle va marcher, comment elle va utiliser ses muscles, et en rapport avec le cerveau, tout simplement. Ça va faire intervenir plusieurs capteurs, notamment les yeux, l'oreille interne, qui est l'équilibre, tout ce qui est articulation, tendons, et les pieds, bien entendu. Et en fait, cette étude va nous amener à se dire, est-ce que la personne, au niveau de ses capteurs, au niveau de ses pieds, a des soucis? Et là, on peut faire quelque chose où elle n'a pas de problème. Et là, on va se référer aussi à autre chose. Les yeux, on va aller voir un ophtalmo qui peut être posturologue. On va aller voir un ORL aussi. Donc, dans le domaine de la posture, beaucoup de gens interviennent. On a l'ostéopathe, on a l'ophtalmo, on a le kinésithérapeute, on a l'orthoptiste et on a le pédologue. C'est tout le monde qui peut intervenir et qui va pouvoir éventuellement faire quelque chose, chacun de son domaine, pour essayer de diminuer les douleurs, par l'intermédiaire bien sûr de semelles posturales. Oui, dans ton cas, tu as tout un réseau de ces personnes-là. Alors malheureusement, au Maroc, on n'a pas beaucoup de posturologues. Ouais. Ça commence à être très développé en Espagne, en France, extrêmement développé. Mais malheureusement, ici, on manque. Moi, c'est ça qui m'avait attiré de te choisir toi. Tu étais à la fois podologue et posturologue. C'est-à-dire, dans mon examen, c'est rajouter en fait ce plus que je n'avais pas, que j'ai acquis. En faisant une formation continue sur 4 ans et que j'ai développé parce que ça m'amène un plus énorme en fait dans mon examen, dans ma vision de voir les choses,
dans ma vision de faire ma semaine aussi. Quand on peut prendre plus de choses, on les prend et on rajoute et ça nous rajoute en fait des outils. En plus, pour pouvoir essayer vraiment d'apporter la meilleure réponse au patient quand il arrive. C'est la première chose que je demande au patient, c'est pourquoi il est là, pourquoi il est chez moi. Donc est-ce qu'il a problème de marcher? Donc notre but c'est quoi? Notre objectif c'est de marcher plus, c'est de pouvoir marcher sans douleur, etc. Donc voilà. Et c'est quoi les cas les plus récurrents qui reviennent le plus souvent que tu vois au quotidien? En ordre général, au Maroc, on a beaucoup de pieds plats valgus et beaucoup de pieds plats valgus douloureux. Ça, c'est assez récurrent. Bon, après, en pédicure aussi, on a les ongles incarnés, mais bon, ça, je pense que c'est un peu partout, même en France, c'est pareil. Et quand ils ont ça, ils vont voir d'abord leur médecin généraliste. Comment ça se passe? Alors, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai le cas de figure qui va venir directement, qui va chercher sur Google, qui va trouver, qui va prendre rendez-vous directement. Et puis, tu as les personnes qui vont voir les rhumatologues. Nous, on travaille beaucoup avec les rhumatologues. Ah ouais. Parce que le rhumatologue, il va chercher une réponse. Il va chercher une alternative pour soulager le patient. L'orthopédiste, il est dans une autre optique. Souvent, c'est chirurgien orthopédiste. Donc forcément, il y a aussi de la chirurgie pour trouver la meilleure solution pour le patient. Mais le rhumatologue, il va plus chercher dans tout ce qui est appareillage pour pouvoir justement soulager. Notamment, moi, j'ai un rhumatologue qui m'envoie pour les orthèses dont on a parlé, les petites orthoplasties. Donc bon, ça, c'est le deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure, donc ça, c'est le médecin qui recommande. Alors, il va recommander un podologue ou il va recommander de chercher son podologue. Et puis, troisième cas de figure, c'est les connaissances. C'est tu as fait toi, tu vas parler à quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est ces trois cas de figure des personnes qui viennent au cabinet. Lequel des trois fonctionne le plus pour toi? Tu sais le différencier ou? Franchement, les trois fonctionnent très bien. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui va venir directement me voir, c'est pareil que le médecin qui envoie. Pareil, les connaissances, ouais. C'est à peu près la même chose. On va dire ça s'équilibre, ça remplit ma journée. Tu as des journées chargées, alors comment ça se passe? J'ai commencé pas du tout chargée, hein, comme je te l'ai dit. Et puis j'ai eu un souci parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Ah oui. Alors j'ai commencé un petit peu à monter et puis paf, le Covid est arrivé. Alors là, ça a été la descente. Je me suis dit, ah ça y est, je commence à être un petit peu connue, ça commence à se remplir un petit peu, moitié-moitié. Et puis le Covid est arrivé, là, bien sûr, ça a remis encore une année derrière. Et là, ça va nettement mieux. Là, maintenant, oui, ça reprend. J'ai des bonnes journées chargées. On va dire une journée moins chargée dans la semaine, mais les autres journées sont assez chargées. Merci beaucoup pour ce moment. J'avais encore des questions, mais on a déjà abordé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses importantes que tu voulais préciser ou... Je réfléchis. Sur ce que tu proposes? Tu fais de la réflexo aussi? Oui, je fais de la réflexologie plantaire. Donc ça, c'est massage des pieds, les zones réflexes du corps. Est-ce que toi, quand tu avais 18 ans, que tu pars en France faire tes études, tu aurais imaginé en arriver un jour là à toute cette palette de compétences? Non, je pense pas. À 18 ans, non, je savais pas. Non. Sincèrement, non. Mais aujourd'hui, je suis contente. Je suis heureuse d'être là. Heureuse de partager, heureuse de soigner les gens. Quand tu as un cabinet, que tu reçois des patients de tout horizon, de tout niveau social, c'est une richesse aussi. Donner son temps, c'est important, et d'être à l'écoute. Et je pense que tout ça me rend heureuse parce que, au-delà aussi des résultats que j'ai, j'espère qu'en tout cas j'ai le maximum parce que je sais que ça ne peut pas être tout le temps à 100%, mais en tout cas... Quand c'est proche, même si j'atteins les 70-80, c'est déjà très très bien. Et d'apporter des réponses aux gens, de les soulager, c'est vraiment pour moi, c'est important. Et je me sens bien en fait. Je me sens bien quand c'est le cas. Ça m'apaise et je me sens accomplie. Et cette richesse aussi que me donnent les patients, de rencontrer des gens de tout horizon, pour moi c'est une richesse. Le soir, je suis contente. Et c'est ce que je dis aux enfants, j'ai eu plein de patients aujourd'hui, très intéressants, gentils. Ouais, tu as une vie qui a du sens. Et je ne m'ennuie pas en fait, parce que je passe aussi d'une chose à l'autre, d'une semelle, d'un soin, réflexo. Je passe à faire un soin d'un ongle incarné, quelqu'un qui arrive, qui est infecté, tu le soulages, il sort, tu es contente. Tu repars sur une paire de semelles. Et en fait, la journée, elle est différente.
Et quand je suis dans mon atelier, que je fais mes semelles, je me mets de la musique et je fais mes semelles, je suis contente aussi. Et je les fais avec grand cœur. Donc voilà, en fait, tout mon travail, il me plaît. Est-ce qu'il y a un côté aussi psychologique ou... Énormément. J'ai une amie psychologue et je lui dis, tu sais, j'ai aussi un côté psychologique parce que j'écoute, parce que tu es dans l'écoute. Avant tout, le patient, quand il arrive, la plupart des patients ont mal. Donc, c'est des patients qui sont dans une attente aussi d'abord d'écoute et aussi d'essayer de comprendre leur douleur. Et j'ai beaucoup de patients d'ailleurs qui me le disent, le fait de nous avoir écoutés, déjà j'ai moins mal. Et ça je l'écoute. Je me dis, c'est quand même incroyable de pouvoir, à la patient, avant même d'avoir dit quoi que ce soit, juste d'avoir écouté. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas perdre ce côté écoute avant tout. Moi, je sais que j'espace, mon temps, il est espacé. Je préfère faire un petit peu moins de patients dans la journée, mais donner à chacun son temps. Pour moi, c'est très important. Parce qu'il y a une qualité d'écoute. Quand tu es vraiment écouté, tu le ressens. Et ça peut faire une qualité. Ça fait la différence. Et le patient le ressent, vraiment le ressent. Il est écouté, il est compris. Et des fois, quand les personnes n'ont pas à l'écoute, ils sont peinés. Et du coup, la douleur dans laquelle ils vivent, elle augmente forcément. Et de leur expliquer aussi, c'est très important. De trouver les mots, d'expliquer, pas forcément technique et scientifique, mais tout simplement tout bête. Comment faire pour te contacter et faire une consultation avec toi? Alors, mon contact, c'est simple. Sur Google, il y a mon site web. Je suis aussi sur Facebook, cabinet de podologie et de posturologie de Mouna Carty. J'ai un téléphone fixe, donc les gens peuvent nous contacter aussi par email et par l'intermédiaire du site web. Okay. Je mets tout ça dans la description. Un message de fin, de conclusion? De fin, faut soigner ses pieds. Ouais. Très important de prendre soin de ses pieds. Et souvent, ils sont cachés. Alors du coup, on ne fait pas attention. C'est une partie du corps. C'est comme si on disait c'est un organe qui est vraiment très important. C'est la base. Sans nos pieds, on ne peut rien faire. Ce que j'explique aux patients, c'est vous n'avez plus vos pieds et vous ne pouvez plus aller nulle part. Donc, prenons soin de nos pieds. Est-ce qu'on peut venir même si on n'a pas de problème? Ça arrive ça? Ça arrive que des gens viennent me voir juste parce qu'ils se posent des questions de posture, mais qui n'a pas de lieu de problème. Et j'ai des consultations. Comme ça, j'en ai. Merci pour ton temps. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Merci. Merci. J'espère que cette belle interview vous aura plu. Si vous voulez vous installer au Maroc, c'est votre rêve de venir au Maroc, créer une nouvelle vie ici. J'ai créé une mini formation pour vous. C'est une formation par email. Je vous envoie un email chaque jour pendant 7 jours. C'est totalement gratuit et c'est le deuxième lien dans la description de la vidéo.